Mesdames et messieurs, rebonjour. Welcome back. I hope you had a nice chat and a good coffee. First, I want to share a piece of information with you. Those of you requiring translation to English, channel 5, to French, channel 6. So it's 5 and 6. Mon nom est Lucie Lamarche, je suis professeure à l'Université du Québec à Montréal, à la faculté de droit. Et c'est un immense plaisir de pouvoir partager 1 heure de discussion avec 3 militants engagés et défenseurs des droits humains. Nous allons procéder sur un mode comparable à celui qu'a établi ma collègue Azeb précédemment. Je vous rappelle, on me demande de vous rappeler de télécharger l'application et d'utiliser l'application. Ce serait grandement apprécié. So this panel is focusing on gender and human rights education, looking for good practices. And it is a real pleasure to introduce the 3 panelists, which I'll do right away, and then we'll move on. Question 1, 2, and 3. We have a special request from Senora Mendez, which is that she wishes to keep her 15 minutes to answer question 3, which we, of course, all agreed to. So don't be surprised if we move panelists 1, 2, and 1, 2 again. And then for the last question, we'll listen to Senora Mendez for 15 minutes. So first panelist is, this is very peculiar light here. Alors, il me fait plaisir de souhaiter la bienvenue à Sandeep Prasad, avant de co-présider un organisme fusionné qui a mené à la création d'Action Canada. Sandeep présidait ce qu'on connaît bien au Canada anglais comme ACPD, c'est-à-dire voyons, où est ACPD? Action Canada, Population et Développement. Désolé, Sandeep. Donc, de 2006 à 2011, il était directeur de la promotion internationale des droits au sein de cet organisme. Et c'est à ce titre que depuis 2006, Sandeep s'est forgé une réputation de chef de file, et c'est peu dire, dans la promotion des droits sexuels et reproductifs auprès des instances onusiennes, notamment le Conseil des droits de l'homme et ses composantes. De 2012 à 2016, Sandeep a été membre du groupe de travail de haut niveau sur la conférence internationale sur la population et le développement. Il siège au conseil d'administration de IPAS et du Asia Pacific Alliance for Sexual and Reproductive Health and Rights. Bienvenue et merci pour votre temps, Sandeep. Et puis, tout ici à ma gauche, il me fait plaisir aussi, évidemment, de souhaiter la bienvenue à Madame Maimouna Doussa Tankoano, que je connais depuis fort longtemps. Maimouna est chargée des droits humains et spécialiste au Transitional Justice and Fight Against Impunity Unit du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme de la MONUSCO. Maï est enseignante de formation et elle a enseigné dans plusieurs écoles, lycées du Burkina Faso, a mené sans relâche des activités d'éducatrice et de militante à travers le monde au chef des droits humains, consultante en éducation aux droits humains dans plusieurs organisations, membre fondatrice de plusieurs organisations de droits humains, dont le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuple. Maï travaille avec Equitas, croyez-le, depuis 2000 et c'est une animatrice appréciée de l'école d'été d'Equitas qu'on appelle le programme sur la formation aux droits humains. Bienvenue Maï, je sais que la route a été fort longue et j'espère que ça va. And finally, welcome to Senora Luz Mendez. Senora Mendez, I'm looking here, trying to, is a member of the executive board of Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, National Union of Guatemalan Women. She's been involved in the efforts of women's movement for gender equality for over 2
decades. Her work has particularly focused on justice and reparations for Indigenous women survivors of sexual violence during the armed conflict in Guatemala. She has done research, published several books, articles addressing these topics. Luz Mendez took part in the Guatemalan peace process and negotiations that ended the armed conflict, paying special attention to the incorporation of gender equality commitments in the accords. She was part of the UN High-Level Advisory Group for the Global Study on the Implementation of UN Security Council Resolution 1325 on women, peace, and security. Welcome, Senor Mendez. So we have a menu here. And we'll go as follows. First, I think we wish to know where we're coming from. We cannot deny there had been progress in the land of gender equality, sexual and reproductive rights. So we'll give 5 minutes to Mai and Sandeep to help us figure out, first provide the good news, I guess, and then look ahead and offer us some perspectives on the future. Then we'll move to the connection between gender equality and human rights education. And finally, we will move to what really matters to us, I guess, which is good practices in the land of gender equality and human rights education. Alors, Maïmouna, je vous donne d'abord la parole pour quelques minutes. Nous aimerions connaître vos réflexions sur cette question de savoir où nous en sommes. Vous n'avez pas à, ça va aller, vous n'avez pas à toucher au micro, il y a un petit génie qui s'en occupe quelque part dans la salle. Alors, où en sommes-nous sur la question du genre, des droits reproductifs, de la santé sexuelle? Où allons-nous? Pourquoi devons-nous demeurer vigilantes et comment? Merci Lucie. C'est pas facile de prendre la parole la première dans un tel forum avec des sommités à ma gauche. D'abord, je vais souligner un fait que les comportements, les changements de mentalité, les habitudes de l'être humain sont des choses qui sont acquises pendant des milliers et des milliers d'années. Or, nous, au niveau des éducateurs, nous arrivons et nous croyons que nous pouvons y arriver du jour au lendemain et à déconstruire ce qu'on a mis des milliers d'années à construire. Ainsi donc, on peut dire qu'on a des progrès, certes lents, mais moi je dirais que c'est des grands progrès. En effet, c'est des petits coups de marteau là sur des discriminations, c'est des petites victoires qui nous amènent souvent à des grandes victoires. Et effectivement, si nous regardons au niveau de l'EDH, ce n'est pas de façon systématique qu'on peut tout changer comme avec une baguette magique. Il faut du temps. Et ce temps-là nous demande de faire un travail de fond en tout ce qui concerne les changements de mentalité, les changements de comportement et le fait que dans ce projet d'éducation, de changer les choses, de déconstruire ce qui avait été construit, d'amener les gens à une réflexion critique de soi, une remise en question de soi-même dans ses comportements, dans ses habitudes. Effectivement, on peut prendre des exemples pour montrer que ce sont des petites victoires qui amènent des grandes victoires. Prenons le cas en Afrique de la répartition des tâches. Il était illusoire. Quand moi je commençais mon travail dans mon pays et en Afrique, d'abord avant d'atteindre d'autres sphères, il était impensable à mon époque, et je pense que dans la salle il y a des Africains et des Africaines qui peuvent le témoigner, il était impensable qu'un homme puisse prendre un enfant dans ses bras, c'était impensable qu'un homme puisse aller à la cuisine, ne serait-ce que se servir pour manger, il fallait que ce soit la femme ou la fille de la maison qui lui amène à manger. C'était impensable qu'un garçon à l'école puisse balayer la salle de classe où il est assis. À l'époque où nous on était déjà avec les écoles mixtes, que la tâche de balayer, de nettoyer les salles revenait aux filles d'office. La corvée d'aller chercher l'eau
pour que tout le monde boive dans la salle, c'était la fille. Alors moi, je dirais que nous avons pu progresser. Parce qu'à l'heure actuelle, dans la plupart des familles, la fille comme le garçon peuvent mener la tâche de nettoyage de la maison, le balayage, laver les assiettes. Et même en campagne, les femmes qui n'ont pas de garçons, leurs garçons apprennent à faire la cuisine, ne serait-ce qu'à aller chercher l'eau. Et cela, grâce à nos actions, grâce à notre capacité d'éduquer, de faire changer les mentalités et de montrer par l'exemple, parce que c'est très important, ces victoires-là. Il faut pouvoir convaincre les uns et les autres que ce qu'on fait, on le fait aussi. Sinon, ils ne sont pas partants, ils ne sont pas d'accord avec nos visions de ce progrès. Je ne sais pas si je peux laisser la parole aux autres et puis revenir après. Alors, est-ce que parler de droits humains, intégrer les droits humains à vos stratégies patientes, cela a fait une différence? Tout à fait. Et cela a fait une différence parce qu'on sait qu'avant qu'on ne commence à parler de l'éducation aux droits humains, la plupart du temps, on parlait du développement de la femme, des activités de développement de la femme, des activités de rémunératrices pour les femmes, mais on ne pensait jamais qu'il fallait aborder cette question en termes de droits humains, que nous sommes tous nés libres et égaux en droit, qu'on a les mêmes droits, qu'on est tous les mêmes, l'homme comme femme, et à l'époque, je disais, un homme plus une femme ou une femme plus un homme égale un être humain. Ce n'est pas deux êtres humains différents. Et c'était très important que les gens perçoivent que la femme aussi a ses droits, qu'elle est un être humain comme tous les hommes et qu'elle peut faire la même chose que l'homme et que l'homme aussi peut faire la même chose que la femme. Donc c'est très important. Est-ce que on parle beaucoup de la sécurité des défenseurs et défenseuses de droits humains. Est-ce que les risques ont diminué dans l'environnement de militance qui est le tien? Je pourrais dire oui et non. Oui, dans la mesure où, à l'heure actuelle, je peux aller à des forats, je peux m'exprimer à travers les réseaux sociaux, à travers mes conférences, à travers même les formations que je donne aux hommes, parce que j'ai un métier qui m'amène à travailler avec uniquement que des hommes et surtout le corps habillé, comme on dit, la police et l'armée. J'ai très peu de risques, mais je pourrais dire aussi qu'il y a un risque parce que au niveau de ma communauté de base, c'est-à-dire en Afrique, c'est illusoire de penser qu'une femme puisse venir se tenir devant des hommes et d'aborder toutes les questions liées à l'armée, à la sécurité alimentaire, à la sécurité même physique, de venir tenir un discours de soi-disant protection et de la femme et de l'enfant surtout. Merci beaucoup, Mai. Sandeep, progress, big progress, what's ahead? Well, thanks so much, Lucy, and it's great to be here in Montreal with all of you. Maimouna is makes some great points around the progress, and there's a lot of small victories that we need to take stock of for sure. But globally, gender inequality is still very much the norm, whether that's we look at within families, whether we look at within communities or in the public sphere. And it's institutionalized still in discriminatory laws, policies, etc. And there's reasons why this is, and I think we should get to that. In relation to NGOs, what we see is also always a prioritization of dealing with symptoms and not necessarily the root causes of gender inequality, because there are the immediate needs of women and girls to attend to, and the state is not meeting them. And that includes, whether those are shelters, whether those are sexual and reproductive health services, and so on. That's all important work, but not necessarily dealing with the core of that issue. When we look at things, interventions, and what is needed to address the core of that gender inequality, it's that voice accountability. It's
it's the advocacy, and yet we look at funding for women's rights organizations being quite scant. And a 2012 AWOOD study actually showed that many women's rights organizations, the very organizations that are needed to challenge these norms, to advocate for change, are operating on a budget of $20,000 per year or less. This funding is often neither core nor flexible. Often it's dictated by funders' interests rather than actual needs on the ground. And that can be especially harmful when you have a funder like the US with imposing certain ideological anti-rights conditionalities upon their aid, such as the global gag rule. Often this funding is short-term, it's often programmatic and not core. And we shouldn't be surprised when we look at then the capacity to hold governments accountable over the longer term is small, and that is low, and that often leads to a lack of progress. For more larger NGOs where we see a lot of funding flowing, gender equality programs are often devoid of the political demands that feminist organizations and feminist movements seek to make, challenging power structures and gender norms, and the way in which women and marginalized persons are disadvantaged by intersecting oppressions. The impact is individualized, and therefore it's not transformative. So, that's one thing we have to bear in mind. In relation to governments, there's a lack of a comprehensive approach. Often issues relating to gender equality are siloed from one another, and there's generally a lack of political will to confront many contentious issues of discriminatory laws and policies, and that, of course, is interrelated with women's movements and feminist movements, being starved of resources to do their work. So all of that needs to be considered. Thank you. So fight the silos and promote more transformative actions. Okay. So thank you. We'll now move to the question 2, which is about education to human rights. Et je crois que c'est la question centrale de la conférence qui consiste à imaginer comment, parce qu'on y croit tous, l'éducation aux droits humains peut promouvoir, favoriser, sécuriser, éviter les reculs en matière de garantie relative à l'égalité de genre, mais plus généralement au droit à la sécurité et à la santé reproductive et sexuelle. And in that case, maybe Sandeep, we can start with you for 5 minutes. Absolutely. So, the question, how can human rights education make sustainable changes in terms of gender equality? I think when we answer that question, we first need to take stock of the fact that feminist thought, analysis, and organizing has had a lot of influence on contemporary human rights analysis. Key to that has been, incorporating into human rights thinking, power analysis, and concepts of empowerment, to the point where we can summarize, we can distill the essence of human rights as being about redistributing power within societies and within contexts and situations of societies. And we're redistributing power, of course, from those who have power to those who have less power. And that is, when we think of the essential nature of human rights as being that, that is heavily influenced by feminist thought. And so to the extent that human rights education serves to educate rights holders about power and its operation within societies and to interrogate power, the contribution to gender equality comes with both strengthening that component of human rights education, but ensuring that gender-based power is central to that interrogation, and looking at gender from an intersectional perspective, of course. Another way in which human rights education can contribute to gender equality is if it challenges and works to dismantle gender norms. Gender norms create a gender binary and then serve to dictate and enforce how so-called real men and real women are meant to behave, and therefore they are generally oppressive of everyone, men, women, and trans people.
So human rights education, gender norms are not innate, they're learned, and therefore they can be unlearned. And human rights education, I think, has a valuable contribution that it can make to dismantling gender norms and therefore the achievement of gender equality. And it's a critical time for that, with the largest generation of young people emerging, and early intervention on gender equality, violence prevention, and just essentially education geared at respecting the inherent dignity of all persons. Those are all key to creating sustainable changes. Thirdly, women's and girls' empowerment and ensuring that women and girls understand what their rights are, how to claim their rights, and how to seek remedies when their rights are violated, all critical pieces of human rights education that contribute to gender equality. And lastly, I think it could be done better that human rights education links to local services that are gender specific, whether those are sexual and reproductive health services, legal services, or housing services. The link between education and service provision, especially gender specific service provision, is key. Can I ask you to expand a bit on the relationship between access to justice and the action or the willingness or the strategy of challenging gender norms? How does those two work hand in hand? Because courts are not always highly sensitive to the need for such challenge. Yes, of course. But I mean, that operates on many levels, right? When you think about how gender norms pervade society, it pervades the court system too, right? So, I mean, part of that is about educating the legal system about gender norms and how gender norms and the filters of gender norms get imposed upon people, and how they, as the justice system, are very much a part of those filters of gender norms, right? And dismantling that involves all aspects of society. So very much it impacts access to justice, as you've said. And they go hand in hand as interventions. So would there be a specific role for courts and judicial tribunals to, in their own way, and with their constraints, be more proactive or specific about the legal capacity inside the judicial system to address this issue of stereotyped gender norms? Absolutely, and a lot of scope, of course, for women's rights defenders, for feminist organizations to do that education of the judicial system as well. Et je me permets une dernière, c'est le privilège de la présidence, je me permets une dernière question sur ce point. Il y a énormément de langage en droit international qui décrit assez bien et le défi et les moyens d'action relatifs à la transformation ou au combat contre les stéréotypes. Mais parce que vous avez une vaste expérience, notamment dans la région de l'Asie, comment voyage le langage de l'international au local et comment on fait pour aller faire son shopping dans ce langage international et l'incorporer dans nos pratiques locales d'éducation aux droits humains? I mean, that's a great question, and I think that points to a vast disjuncture between local realities and I guess the UN system, the UN processes, and how they interrelate to each other. And I think as civil society, I think where we've fallen short is on translating both ways, right? Translating what happens at the UN, which has real impacts, is sometimes directly about, often directly about, or at least completely relevant to different groups of rights holders and working human rights defenders working at different levels, local, national levels, and we don't do a very good job at translating that. So that is a missing link, and of course the other way, ensuring that there's space created for those local and national actors to be directly intervening within global and regional human rights processes, and I think that is something that we see as missing. Merci. Donc le voyage et l'espace.
et l'espoir. Alors, Maï, vous qui êtes l'éducatrice à la longue patience, ce lien entre les droits des femmes et l'éducation aux droits humains, vous le décrivez combien essentiel ou encore comment doit-il être mieux décliné sur le plan local? Bon, disons que c'est pas toujours évident. Oh, pardon. C'est pas toujours évident parce que, vous savez, le combat pour la lutte, la lutte pour l'égalité des genres, c'est toujours et a toujours pour origine la recherche du pouvoir. C'est-à-dire ce combat-là, c'est que tout le monde essaie de s'approprier le pouvoir. Jusqu'ici, ce sont les hommes qui avaient le pouvoir et que donc ce pouvoir, en voulant qu'on le partage avec l'autre partie de la population du monde, c'est-à-dire la gente féminine, c'est pas toujours évident. Mais on y arrive, et généralement, c'est l'expression d'amener les gens à comprendre qu'on cherche, nous les féministes avec les femmes, nous cherchons ce pouvoir d'être, c'est-à-dire d'être en tant qu'être humain à part entière, de vivre dignement et de vivre dans le respect de notre spécificité, de notre différence. Ce n'est pas toujours évident. L'autre quête du pouvoir, c'est le pouvoir d'être différent. Que je dise, oui, Maïmouna, je travaille avec des hommes, mais je suis fière d'être une femme. Ce n'est pas toujours évident de comprendre. On a toujours tendance à croire, tu veux paraître comme un homme. J'ai dit non, je suis fière d'être une femme, de pouvoir faire un travail qui est dévolu aux hommes et de pouvoir m'exprimer en tant que femme pour que vous soyez sensible à certains problèmes qui touchent spécifiquement les femmes dans votre travail de guerrier, c'est-à-dire pour les militaires, de vouloir faire respecter les lois pour la police, mais en tenant compte de la spécificité, de la différence de la femme. L'autre quête du pouvoir, c'est de pouvoir être. Être en tant que responsable d'assumer par des actions ce que nous sommes et ce que nous voulons qu'on prenne en compte pour nous en tant que femmes. Ce n'est pas toujours évident à ce niveau aussi parce qu'on a tendance le plus souvent à trouver que nous sommes des égocentristes, que nous pensons que les femmes ont plus de droits que les hommes. Et souvent on nous dit, mais dans peu de temps, il y aura une forme d'inégalité, une forme de discrimination envers les hommes. C'est par nos actions, c'est par la force de l'éducation, le changement, c'est par également le fait qu'on leur montre qu'il est de l'intérêt de tout le monde que la femme occupe la place qui lui est due. Et ça, ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Et je peux prendre un exemple avec la CEDEF. Pour revenir un peu à la question de Lucie, comment on navigue du plan international juridique au langage international, au plan national et même au plan plus spécifique local et même au sein de nos familles. Je vais prendre l'exemple de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Je me rappelle que dans les années 96, quand ce texte a été adopté, on nous traitait d'être des illuminés de femmes africaines acquises à la cause de l'Occident parce que nous avons été à l'école, mais de nos jours, personne n'est capable de soutenir encore cette thèse parce que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes est un texte d'actualité qui a inspiré au plan national l'adoption de certaines lois. C'est ainsi qu'il y a eu beaucoup de codes des personnes ou de la famille selon les pays, la nomination change. Il y a eu également des lois plus spécifiques sur la question des violences sexuelles et de l'appropriation de son corps par la femme. Elle n'est plus un objet sexuel pour les hommes, mais elle est un être humain qui est capable de dire « oui, je veux ça, non, je ne veux pas ça ». Et ça, c'est très important. Il y a également que plus tard, et c'est aussi, comme je disais, les petites victoires, plus tard, nous avons pu, à travers l'éducation, amener une forme de sensibilité au niveau des hommes. Et à l'heure actuelle, nous avons des hommes acquis aux causes de la femme et qui
se battent au quotidien pour que ces lois soient appliquées, notamment sur le plan judiciaire. Il y a des magistrats, il y a des avocats qui, à la limite, ne font que ça. Et ça, c'est la force de l'éducation parce qu'ils ont pu s'intégrer, d'où la forme inclusive de l'éducation aux droits humains. Ce n'est pas seulement aux femmes qu'on adresse cette éducation, mais c'est à tout le monde, aux hommes et aux femmes. Donc, toute cette notion d'inclusivité, cette notion de transversalité de l'éducation aux droits humains est très importante pour que les changements au plan international se ressentent au plan national et au plan local. Est-ce que en présentant Sandeep au début de l'atelier, on faisait référence à la résolution du Conseil de sécurité 1325, femmes, conflits. Bon. Est-ce qu'il y a un rôle particulier qui échoit aux États, aux forces d'intervention, soient-elles régionales, internationales, non seulement pour respecter et mettre en œuvre la résolution, mais plus largement pour participer à ce programme essentiel de l'éducation aux droits humains et aux droits des femmes? Oui, la résolution 1323 a favorisé au niveau des Nations Unies, si je peux me permettre, puisque je suis donc une missionnaire des Nations Unies, d'instaurer d'abord en termes de sensibilisation par les États, avant qu'on ne déploie toute force sur le terrain, sur un théâtre d'opération, ils doivent être formés dans leur pays à toutes ces notions de violence sexuelle en temps de conflit. Deuxièmement, ils apprennent dès leur arrivée à travers le Bureau des droits de l'homme et d'autres sections qui y militent, telles que la section genre, la section protection de l'enfance, que c'est une question de tolérance zéro pour eux. Donc, tantôt je vous parlais de donner l'exemple, c'est-à-dire qu'on demande à ces missionnaires d'être des exemples par leur comportement de respect de la femme, de respect de la petite fille en tant que groupe vulnérable dans un pays en conflit ou post-conflit, où elle est encore plus vulnérabilisée par le besoin, la pauvreté. Ensuite, il y a tout un système de prévention et de répression qui est mis en place. Si on vous prend, ne serait-ce que c'est tolérance zéro. Donc si on vous prend sur un fait donné, vous êtes poursuivi et renvoyé dans votre pays et poursuivi par les lois de votre pays. Ça, c'est déjà au niveau des missionnaires. Maintenant, au niveau local, nous avons l'autorisation à travers les clauses qui se mettent en place entre les États et les Nations Unies de pouvoir intervenir auprès de l'armée, auprès des groupes rebelles ou comme on dit, la fraction rebelle, parce que souvent c'est ça dans les pays, c'est plus des conflits internes, internationalisés peut-être, mais ce sont des conflits internes. Donc on a accès à tous ces groupes pour leur poser le problème et leur faire comprendre à travers l'éducation, à travers le quotidien, presque toutes les semaines, qu'ils sont responsables de tout ce qui peut arriver ou être commis par leur personnel, par leurs troupes. Si tu es un chef militaire, tu es responsable, tu es redevable de répondre des exactions commises par tes pairs. Et ça, c'est très important. Et donc, je pense que la force de l'éducation aux droits humains, il y a quand même des changements sur le terrain à l'heure actuelle. Et je sais que je suis dans la région de l'Est, Goma, où c'est dans tous les médias on en parle, c'est vrai, mais dans la réalité, il y a quelque chose qui se fait. Il n'y a pas un seul jour où il n'y a pas un procès contre des violences sexuelles, contre les auteurs de violences sexuelles. Mais comme on dit, c'est peut-être une goutte d'eau, mais c'est la goutte d'eau qui va faire peut-être remplir le verre un jour. Je pense qu'à Goma, chaque goutte d'eau est importante. Merci, Maï. Merci, Sandeep. Alors, nous nous dirigeons maintenant vers la troisième question. And respecting
our common agreement, then we will turn the floor to Luz Mendez for a period of 15 minutes. Why? Because Luz insisted on sharing with us, and rightly so, on sharing with us the follow-up to the peace agreement of Guatemala and the perspective of human rights education and good practices. And it's a very relevant matter. So, por favor, Señora Mendez, I turn the floor to you about good practices and human rights education in the Guatemalan context. Okay, thank you very much. It is a great pleasure to be part of this conference, and especially of this panel. The news I bring to this conference is really a great thing in the context of countries like Guatemala that endured a long armed conflict. But I will let the good news to the end. First, I'm going to begin with what originated that result. During the armed conflict in Guatemala in the 80s, as in many other places, rape was used as a weapon of war as part of the counterinsurgency policy from the government. That was not known for many years. Actually, we became aware of that, completely aware of that, after the Truth Commission released its historical report 2 years after the signing of the peace accords. So people became aware of the horrible things that were committed against women, especially indigenous women, during the war. So I must say that the Truth Commission recognized that sexual violence was underrepresented in the report. But anyway, it was a great advancement to have it included in its report. So some years after the release of this Truth Commission report, a group of women, an alliance made by feminist, human rights advocates, women, formed an alliance in order to try to know more what happened to women during the war. And we went to communities, especially to I am still part of that alliance. And we went to communities to ask women about their experiences. And we were particularly touched by the experience of a group of women in the northeast of Guatemala. They belong to the Quechua people, and they are part of the community called Sepur Zarco. What we learned was that those women during the armed conflict were subjected to sexual violence in their own homes when the army troops came to their communities. But before that, their husbands had been kidnapped. Who were their husbands? They were men that had organized the peasant committees in order to ask legal documents to prove the property of the lands in which they lived and worked, because they lack all those papers. So they were organized and began to ask the government for those legal papers. So at the beginning of the 80s, the army came to the communities. They kidnapped and disappeared the leaders of that group and many other men. And the women began to be raped systematically by those soldiers and the leaders of them in their own houses. Afterwards, they were forced to move they were living in different villages. So they were forcibly moved to the community called Sepur Zarco,
where they were obliged to serve the army. How? In two ways. First of all, they were forced to do domestic work for the army, meaning they had to cook, they had to wash the clothes, but at the same time, they were raped in a systematic and massive way. They were organized by shifts. They were obliged to live close to the military detachment and organized by shifts. So every third day, groups of them came to the detachment where they were systematically raped by the members of the army and their leaders. That lasted 2 years, at least, for the majority of them. And they were attacked horribly. They were raped in the barrack. They were raped in a closed river where they went to wash clothes. And they were forced to leave their children alone in the houses. So they were forced to work the whole day, and it was only at night when they were able to come and provide food for their children. But besides that, they were forced to provide the corn, to cook the corn tortillas, meaning that they had to buy the corn by their own means. So they had to work during the non-shift days in order to buy the corn. That was a horrible system of slavery, sexual and domestic slavery against those indigenous women. Finally, the shifts ended, meaning that they were not obliged anymore to come to the military detachment, but they had to bring the corn tortillas to the military place every 6 or 7 days. But that was not only what happened, because even when the terms ended, and even when the detachment was closed, they continued suffering the consequences of the sexual violence they endured. Why? Because, as you know, women are usually punished of being responsible of the sexual violence committed against them. It doesn't have sense, but that's even in this case, because the whole community saw that they were forced to come to the military place. But some years later, they began to criticize them, to isolate them, and really make those women to feel horrible about being seen as the guilty of the violence, sexual violence committed against them. And they kept in silence for a long time. Finally, at mid-2027, a process was organized by which those women, as well as women from other places of the country, became together in women's committees, where they were able to receive, first of all, human rights education. And that was the opportunity to realize that they were not guilty. It took time, a long time, for them to really be aware that they were victims, they were not guilty of what was committed against them. But it was also an opportunity for them to strengthen their organizing capacities. Among the indigenous peoples, and especially these Kekchi people, there is a long history of organization. So this
long history was very good route for them to be able to get organized only as women. At the very beginning, this organizing process was kept in silence because the women were afraid that would be dangerous for them to be known that they were speaking about the sexual violence committed by the army during the war. But finally, they began to get stronger and stronger, and they began to ask for justice. There was a long process that included several activities. There was a tribunal of consciousness in Guatemala City, where women from this community and several other places of the country came to the front and spoke for the first time before a huge audience about the sexual violence that they had suffered during the war. There were several steps. We also wrote a book where the women were able to speak about those experiences and to speak about their desire to achieve justice for those crimes. For doing that study, I would like to say, I would like to acknowledge that we received the support of a Canadian institution, the International Development Research Council. And we published a book that has circulated a lot in Guatemala and outside about this topic. And so we were the first ones. The alliance made by these indigenous women and feminist organization, the one I am part of, and human rights organizations, we began to speak openly about sexual violence, because this has been the biggest silence of the war. So breaking that silence was an enormous achievement in Guatemala. And even those women were able to go to other countries. They went to Colombia, where we organized a meeting between Guatemalan and Colombian indigenous and peasant women. And they were able to share their experiences, all of them, and to be able to recognize that this is a big and world problem that does not occur only in one community or only in one country. So finally, we began a process of seeking formal justice. It was hard at the very beginning because, well, you may know that the Guatemalan legal system has been quite weak for many years, and especially when they have to do with sexual violence against women. So we knew it would be hard, as it was. But finally, the process began. The women were strong enough to speak before the judge, and they came and spoke openly about their experiences. And it was an opportunity for the Guatemalan society to know of what happened to women, especially indigenous women, during the war, because it was mainly unknown. So it was a shock. I remember the days when the women came to the court and began to speak about the atrocities committed against them. Many people said, "Oh my God, I can't believe this happened to those women during the war. We knew of horrible things, but we were not aware of these crimes." So it really changed minds. A lot of students from high school, from universities, began to come to courts just to listen and to see those brave women. It takes several years, and finally, the case came to a tribunal, a sentence tribunal, and this tribunal, after listening
all the people involved in the process, after listening the victims, after listening the accused, there were 2 men accused, members of the army. One colonel or former colonel, and one former member of the civilian patrols. And they also had the opportunity to speak, of course. It was quite hard because the defendant of the military men, actually they weren't defending their clients, but they were interfering in order to avoid that the legal process could advance. Fortunately, we had a very strong president of the tribunal, a woman lawyer, that she was strong enough to impede that the strategies put in practice by those lawyers could spoil the legal process. And finally, at the beginning of last year, the condemnation was released. Those 2 men were condemned to several years in jail because of the crimes they committed against the women. And it broke the complete impunity on those crimes. And it was not only great news for Guatemala, but for many other countries that have endured armed conflicts, where usually sexual violence has not been considered seriously. It has been considered only as something that happens to women anyway. So since then, we have had, especially the members of the Sepur Sarco community, the women of this case, they are so empowered. Since then, they have been coming to different communities to share their experience. And through that, they are helping to empower much more women. And we have been also working in order to disseminate the story. We have just published this small book called The Light That Comes Back. This was made for students from high school. And now we are beginning to train the teachers of those students so they can explain to the students what happened. And so the sentence of this case has been so useful for training other women who have been victims of sexual violence, not only during the war, but in current times. And through that, we have been... Senora Mendes, yes. I'll ask you to conclude, please. Sorry? I'll ask you to conclude, please. To conclude, okay. So I'll do that. Sorry, I get so... Disculpe. No, I completely understand. Time is time. So I wanted to share with you this story because actually sexual violence is a horrible crime in any time, and especially during war times. So being able to achieve this historic sentence through the force created by national and international alliance, I think it's a good news, and I wanted to share it with you. Many thanks. Muchísimas gracias. So before I move on, there is Jean-Sébastien somewhere who will remind me that I have to remind you to download the app, use the app, put your question on the screen, channel 5 for translation to French and 6 to English. Oh no, it's reverse. Sorry. 5 is English and 6 is French. Are you happy? Is this okay? Great. Okay. So share the experience, speak up, and be strong before you can cope with the justice system and have some hope. Sandeep, what do you think about that? What is your good practice you want to share with us?
Well, I think there's just a few things that I want to reflect on. Just in terms of the tools and approaches that are going to help advance gender equality. First, I mean it's just interesting to say this after Luz has just spoken, but funding for feminist organizations is very clearly critical. Investing in those sorts of initiatives that are challenging gender norms, challenging social norms, investing in advocacy, law and policy reform, and building the capacity of feminist organizations to mobilize and hold governments accountable through ensuring that they're well-funded, well-resourced. Building diverse coalitions. I think one thing that if we can see any sort of benefit of this Trump presidency, it's seeing all of the linking of opposition to so many different human rights issues reflected in one person. I mean, that should be very clearly a clarion call to working in diverse coalitions across a broad range of issues. Interlinking advocacy across many different levels, local to global, is very clearly key. We've talked about that already. One thing I wanted to mention is looking at the linkages between, as sexual and reproductive rights organizations, we're always thinking about comprehensive sexuality education and really wanting to see comprehensive sexuality education evolve to be beyond the story of anatomy and risk usually of STI contraction or avoidance of pregnancy. We need to ensure that comprehensive sexuality education focuses on broader human rights principles, creating cultures of consent, respect for diversity, and providing the skills that people need to lead empowered lives, self-fulfilled lives in relation to their sexuality, their reproductive decision-making, and their gender. And there's a lot that human rights education can teach, really, to the world of comprehensive sexuality education around these sorts of issues. And I think vice versa. So maybe there's a lot of mutual learning between the worlds of comprehensive sexuality education and human rights education that can take place. And I think that's how I'll close. Thank you. So if I get you right, you're saying human rights is more than being at risk. Even at risk of losing or having your human rights violated, dignity is larger than risk management. Absolutely. Okay, well, I think this is some sort of a lesson for policy makers. Merci, Sandeep. Mai, quelles sont donc ces bonnes pratiques magiques et utiles que l'expérience vous a apprises? Écoute, Lucie, il n'y a pas d'approche ni d'outils magiques. Il faut reconnaître ça en éducation parce que il n'y a pas d'approche universelle, standardisée, qu'on puisse aller appliquer comme du copier-coller. Il n'y en a pas. Si on parle de cette base, on peut quand même toutefois se dire que dans la recherche du vivre ensemble, du meilleur vivre ensemble, on peut jeter des pistes et faire des propositions qui peuvent s'adapter selon les milieux et au public cible. Ainsi donc, moi je dirais qu'il faut d'abord envisager toute action éducative en droits humains comme dans sa globalité et dans son passage transversal. Sinon, nous ratons l'essentiel. Il faut également privilégier l'approche participative, inclusive et centrée sur l'être humain, d'où la notion d'adopter l'approche basée sur les droits humains, c'est-à-dire tout ce dont on va faire, tout ce qu'on va faire comme action, comme message, qu'on veut transmettre à la population, il faut qu'on se réfère aux droits humains. Et nous avons les principes clés des droits humains, surtout la question de respect de l'autre, de la dignité humaine, etc. Il y a également, en termes de changement, qu'on doit tous être, individuellement comme collectivement, nous devons être des acteurs de la construction et de la déconstruction des pratiques néfastes. C'est très important. Si on ne prend pas cet aspect en compte, on risque de s'adresser à une seule partie de la population alors qu'on veut que tout le monde soit responsabilisé. Il y a également
les actions positives des autorités. Il faut œuvrer de sorte que les autorités puissent prendre des décisions et des politiques éducatives à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Il faut également privilégier les échanges de bonnes pratiques. Si nous voyons ce que Louise a donné comme exemple, ça peut nous inspirer pour y arriver dans nos communautés. Parce que la recherche de cette culture basée sur les droits humains, de cette culture universelle des droits humains, doit se baser sur 3 principes qui sont, entre autres, la prévention, comme elle l'a si bien montré, la protection et la réparation ou la quête de la justice à travers donc la lutte contre l'impunité. Il ne suffit pas de reconnaître qu'il y a eu des violences sexuelles, il faut être aussi capable d'aller chercher les auteurs et de les traduire en justice. Et au-delà de les traduire en justice, il faut rendre justice à la victime, sinon on se limite à une forme de victimisation une deuxième fois, parce que le fait de parler de son état, de ce qu'elle a vécu, on la revictimise. Et comme elle l'a si bien montré, les femmes croient qu'elles sont donc la source, c'est elles-mêmes qui ont provoqué ce qui leur arrivait. Donc il faut aller au-delà de ça pour demander réparation. Et comme elle l'a montré en conclusion, on a condamné ces hommes de tout ce qu'ils ont pu commettre il y a peut-être une dizaine, une vingtaine d'années. Ensuite, il faut inciter à l'esprit et à l'analyse critique. Au niveau de l'éducation aux droits humains, si on se limite seulement à envoyer les messages, il faut amener les uns et les autres à se remettre en cause, à dire, OK, j'avais telle pratique, est-ce qu'elle est conforme aux principes des droits humains? Non. Par conséquent, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Je peux donc aller de l'avant. Et je peux vous donner un exemple, je ne sais pas si c'est trop long, si je peux vous donner un exemple. Et ensuite, vous conclurez. OK, pour conclure, il y a 15 ans, dans une localité, dans une communauté rurale chez moi, au Burkina Faso, on avait constaté que les femmes étaient en surcharge de travail et que les hommes passaient leur temps à se prélasser sous les arbres et à boire la bière de mil. Et quand ils repartaient à la maison, sous l'effet de l'alcool, il y avait toute la question de violence physique, sexuelle et verbale sur la femme et les enfants. On a mis en place un programme avec plusieurs volets, dont il y avait un volet sur l'éducation aux droits humains. La première session, les hommes sont venus en avance, d'où la notion d'inclusivité, parce qu'on n'avait pas fait juste des sessions pour les femmes, mais c'est et les hommes et les femmes. Les hommes sont arrivés les premiers sur des vélos. Les femmes qui étaient à pied ont mis plus de temps pour y arriver. On a commencé donc en retard. Et avec le travail d'éducation, de remise en cause, en question de soi-même, de son comportement, de sa manière de voir les choses, au bout de quelques mois, les hommes arrivaient avec les femmes sur les vélos. Parce qu'il y avait des couples de foi, ou alors il y avait un voisin qui était participant, mais dont la femme de son voisin, et donc il se remorquait sur le vélo pour y arriver. Plus tard, nous avons constaté en termes d'impact que ce sont les femmes elles-mêmes qui venaient à vélo. Ça veut dire quoi? Que leur mari qui avait des vélos à la maison leur donnait le vélo parce qu'eux, ils n'étaient pas conviés à cette session. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a pu constater? Dans les activités rémunératrices, un autre volet du programme, les femmes, elles étaient obligées de venir avec tout leur marchandises, pour celles qui étaient au marché, déposer devant la salle, le hangar de la session et repartir à la fin pour le marché. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'au fil du temps, il n'y avait plus ces boîtes posées devant le hangar. On a demandé, mais
où sont les boîtes? Où sont vos marchandises? Non, mon mari m'a dévancé au marché. Donc le mari est parti au marché avec la marchandise en attendant qu'elle finisse sa session et qu'elle puisse le rejoindre. Voilà un exemple concret de comment l'éducation aux droits humains peut amener des changements. Merci, Maï. Merci beaucoup. So we have some questions from the public, and we probably have not more than 3-4 minutes ahead of us, but I'm looking at question 2, which evokes the notion of highly vulnerable or extremely vulnerable groups or demographic. So I wonder if in 1 minute or 1.5 minutes each, you can address this topic of extreme vulnerability or specific vulnerability in relation to good practices of human rights education. What kind of special attention should a group be treated as extremely vulnerable, or should we pay more attention to don't look at the question. I rewrote the question. But this notion of extreme vulnerability in human rights education, how can we pay a specific attention? I think it's not a bad conclusion. Senhor Mendes, you want to start with this? Uno, por favor. Okay. Well, I think when we are talking with groups very vulnerable in terms of human rights violations, it is quite important to address the origins, the causes of those problems. For example, when we are speaking about the group I have just mentioned to you, they were women, they were indigenous, and they were poor people. So it was completely necessary to address the root causes of their conditions. We have not only to speak about gender discrimination against them, but we had to speak about oppression, the oppression against them because they were indigenous, and the exploitation in the capitalist system. So it was necessary to address those roots, and it was incredibly good for them to understand their current situation. So I would recommend to go deep into the causes of those so oppressed people. So go deep when you explore human rights violations as well as human rights education. Sandeep. In terms of a brief response, I think Luz has hit it on the head. It's going back to root causes, and I mean, just in the context of the particular question around trans and gender nonconforming people, it's around, real inclusion around their participation in panels like this, speaking for their own rights and issues that they experience. And it's also seeing the linkages between these issues and how are they linked through gender norms. I mean, gender norms are oppressive of everyone, and they are the fundamental, unwritten rules of society which serve to create a gender binary and then serve to oppress everyone with that gender binary, right? So really deconstructing gender norms, as Luz has said, as root causes of a variety of oppressions. Thank you. Merci. Donc les causes profondes et le temps qu'il faut pour déconstruire les stéréotypes genrés. Maï, c'est vous qui avez le mot de la fin. Mais la même minute, toutefois. OK. Moi, je dirais que ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Et j'aimerais ajouter la question même de transmettre des valeurs en attaquant ces causes profondes. C'est-à-dire quoi? Que si on s'attaque aux causes profondes sans faire le lien avec les principes et les valeurs des droits de l'homme, on est sûr qu'on va valoriser autre chose que ce que nous voulons. Il faut s'assurer que l'attaque de ces causes profondes sont basées sur les principes et les valeurs universelles des droits humains. Par conséquent, susciter l'intérêt. Et je peux donner l'exemple de la question de l'homosexualité en Afrique. Et j'ai beaucoup d'exemples au niveau du PIFDH, c'est-à-dire le Programme international de formation
en droits humains qui se tient tous les mois de juin au Canada avec Equitas. J'ai vu des gens arriver hyper, je vais dire même haineux envers tout ce qui est homosexualité, transsexuel. C'était comme une façon un rejet systématique. Et il y a eu une année, il y a un qui parlait au point on sentait qu'il était, dans tous ses états, il était capable de tuer un homosexuel s'il l'a envers lui. Alors, petit à petit, en se basant sur juste les valeurs, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un être humain? Oui. Est-ce que, si c'était ton frère, et si c'était ton fils, et si c'était ta sœur, etc., etc., il s'est dit, au bout de quelque temps, au bout d'une semaine, il a témoigné publiquement que je l'ai fait changer parce qu'il a compris qu'avant d'être ceci ou cela, avant d'être différent, on est d'abord des êtres humains. Et sur cette base, l'homosexuel ou le transgenre, ou qu'importe, l'handicap, pour les handicapés aussi, la question était revenue avec la même personne, il se rend compte qu'ils restent des êtres humains. Et par conséquent, il faut les défendre en tant qu'êtres humains et non en tant que le choix sexuel qu'ils auraient choisi. Merci beaucoup, Maï. Alors, le groupe ne peut pas oblitérer la dignité humaine. Alors, c'est tout le temps dont nous disposions. Je souhaite personnellement remercier les panélistes pour leur générosité, leur génie, leur énergie et remercier aussi l'attention du public. On sentait bien d'ici que vous étiez avec nous. This was lovely. So, muchísimas gracias, señor Mendes. Thank you so much, Sandy. Merci infiniment, Maï. On me demande de vous rappeler qu'il est toujours précieux pour les organisations de recevoir vos évaluations. So it's online. You go online on the app, and please, it's a great conference, and we need your appreciation and evaluation. It takes a few seconds. Please do it. Merci beaucoup. Bon appétit, et j'espère ne rien avoir oublié. Justement, merci beaucoup, Lucie. Merci beaucoup tous les panélistes. Muchísimas gracias. Thank you very much. On a un petit cadeau. We have a little gift for you to thank you for your participation. And a few announcements for everybody here. As you know in your program, we're now, as of now, switching buildings. We are going to the John Molson building, which is a short walk away. If you're feeling adventurous in the Montreal spring, let's call it like that, you can walk outside. Otherwise, there are tunnels to do it. The afternoon, we are now offering you a lunch at that building. Most of you have a badge and tells you which of the different floors you can pick up your lunch from. And then please, 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 at 1:30, we start with the different workshops, which is, of course, the highlight of this conference, the various atelier or workshops. So please, everything now will, from now on, happen at the other building. However, as you know, this evening we're being hosted graciously by La Ville de Montréal, the city of Montreal, for a very nice reception in the company of the mayor of Montreal and other dignitaries. We have provided transportation. There are buses that will take you there. We'll leave from here, from right in front of this building. So you need to come back to this building at 5:30 maximum. 5:30 you will board buses that will take you to the city of Montreal, to the Hôtel de Ville, the city hall. And then after the reception, we'll bring you back. So as of now, if you can just please take all of your coats and bags and whatever to the other building, enjoy the lunch and enjoy the workshops. And then this evening at 5:30, we'll leave from the buses here. Yes, and please do not forget right now, to give back your headsets, vos écouteurs, vos transmetteurs. You will be able to get them for the plenary session tomorrow in the other building as well.